Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Stan Leloup. Salut Stan. Hello. Vous avez été nombreux à poser des questions sur Facebook, sur YouTube. Quand je vous ai dit que je venais au Vietnam et que j'allais voir Stan, je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on fasse une petite FAQ avec lui. Soit si vous avez envie de le découvrir un petit peu plus, de le connaître un petit peu mieux, ou tout simplement pour parler de sujets qui sont cool avec un mec que j'aime bien. Voilà. Alors on va prendre la première question du coup de Yannick. Salut Yannick, merci pour tes questions, pour ton soutien sur toutes les vidéos d'ailleurs. Alors Enzo et Stan, vidéo d'anthologie, votre avis sur Elon Musk et le futur. Stan, quel est ton avis sur Elon Musk? Et puis on va généraliser un petit peu les entrepreneurs un petit peu révolutionnaires ou visionnaires comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta vision aujourd'hui? Écoute, Elon Musk, c'est un mec de fou. Tu regardes sa vie, tu regardes son parcours. Moi, le truc qui m'a le plus bluffé, c'est en gros, pourquoi est-ce qu'un mec qui a monté PayPal, qui est multimillionnaire, décide de risquer toute sa fortune pour lancer une boîte de fusée qui est l'idée que tout le monde sait ne va jamais fonctionner parce qu'il y a X mecs qui ont voulu lancer des fusées parce qu'ils voulaient être milliardaires et montrer qu'ils étaient plus forts que tout le monde et qu'ils se sont plantés. Et lui, il se dit non, je vais pouvoir y arriver. Parce que je sais pas si vous savez, mais il a mis quoi, 90%? Il a presque mis tout son argent dans une boîte qui était en fait à un lancement de fusée d'échouer, quoi. Donc c'était un risque énorme, c'était un mec qui a vraiment la vision. Est-ce que tu connais un site qui s'appelle Wait But Why? Non. Alors je vais conseiller à tout le monde et je te conseille vraiment d'aller taper un site qui s'appelle Wait But Why. Attends, mais pourquoi? Et le mec a écrit une série d'articles sur Elon Musk, c'est extrêmement long, c'est aussi long qu'un bouquin. Et il explique ses différentes boîtes. Et en gros, il t'explique vraiment la manière de penser, la manière de réfléchir. Et lui, il a eu l'occasion de rencontrer Elon Musk plusieurs fois. C'est un blogueur qui écrivait sur différents sujets. Et un jour, Elon Musk a vu son site et a dit « Je veux que ce mec écrive sur mes boîtes. » Parce qu'il sait très bien expliquer les choses et il sait aller en profondeur et il sait expliquer pourquoi c'est important. Et en fait, on t'explique, par exemple, pourquoi est-ce que SpaceX est important du point de vue d'Elon Musk. Et en gros, c'est vraiment l'idée de... pour lui, il s'est dit quel est le truc le plus important. C'est pas de guérir la malaria, c'est pas de faire plus d'argent, etc. Le plus important, c'est d'assurer que l'espèce humaine ne va pas disparaître. C'est de protéger l'espèce humaine contre ce qu'on appelle les risques existentiels, c'est-à-dire le risque de disparition. Et en gros, SpaceX est vraiment la réponse au problème le plus gros que tu puisses imaginer, c'est-à-dire comment empêcher que l'espèce humaine disparaisse par un cataclysme, par une météore, etc. Donc en gros, tu vas avoir un backup de l'espèce humaine sur notre planète, en l'occurrence Mars. Et l'ensemble du business model qui a été construit autour de SpaceX sont les différentes pièces du puzzle dont tu as besoin pour créer la colonie sur Mars. Voilà Yannick, la vie de Stan sur Elon Musk. Du coup, je pense que ça peut être intéressant, notamment toi Yann et tous les gens qui sont intéressés par ces articles-là. On mettra le lien en dessous. Moi rapidement, si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de nous partager Stan, c'est effectivement... c'est un petit peu le stéréotype parfait de l'entrepreneur qui nous fait tous rêver. Le mec qui est capable, le mec qui rentre dans toutes les cases, si tu veux, qu'on t'a toujours appris dans tous les bouquins ou que t'as toujours rêvé, quoi. Le mec qui est capable de prendre tous les risques, le mec qui est entêté, obsédé et qui va à fond. Le mec qui fait les choses bien. Qui sait porter, qui sait mettre les différents costumes aussi dans son entreprise pour bien comprendre et pour bien interagir, et qui effectivement en plus travaille dans plein de domaines qui sont futuristes, révolutionnaires, ce qui crée avec SpaceX bien évidemment, c'était du jamais vu, et le mec il sait faire, il a réussi à faire ratterrir une fusée, ce qui était jamais fait. Ce qu'il fait avec Tesla, c'est du jamais vu, c'est du jamais fait. Et qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Il nous en a fait plein. Il y a la Boring Company qui fait une espèce de tunnel pour... Voilà, le tunnel, les plans du tunnel qu'il avait donné en open source sur internet. Tenez, j'ai une super idée, ça va marcher, mais j'ai pas le temps. Et le mec, ils ont fait sur une distance de 100 km, je crois, un mec est allé à 1000 km/h. Dans le désert, ils l'ont fait ça. Donc ça c'est pareil, c'était lui. Enfin bref, et le mec effectivement, rien que par exemple par rapport à ce projet-là, je sais pas pourquoi je m'y étais intéressé, il expliquait pourquoi
un jour, on n'aurait plus du tout de problème de trafic, plus du tout de bouchons, non plus de bagnoles, etc. grâce à ces tunnels là. Que moi, en fait, quand je pense à ce tunnel, j'imagine Futurama. Tu vois Futurama dans le générique où il y a les tunnels dans lesquels les mecs Bon, c'est carrément ça et il explique pourquoi est-ce que c'est bénéfique d'avoir des trucs comme ça. En tout cas, par rapport à Elon Musk, visionnaire, ambitieux, qui donne la patate, qui donne la motivation et sur lequel je pense on doit aller chercher beaucoup d'inspiration et de motivation, pas forcément pour faire des projets aussi grands ou aussi cinglés que lui, par contre pour aller chercher ce couillu qu'il a pu avoir post-revente de PayPal, cette énergie, cette vision, aller drainer de la force dans tout ça pour pouvoir l'impacter, même dans votre projet, même si c'est un petit projet local, mais y aller avec cette énergie, cette motivation, je pense que ça peut jouer. Et à part ça, en termes de futur, qu'est-ce que tu vois par exemple du futur d'Internet aujourd'hui? Est-ce que tu as des idées un petit peu visionnaires? On parle beaucoup aujourd'hui des cryptocurrencies, ça c'est un sujet qu'on va aborder juste après, mais on parle surtout beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle, développement de tout ça. Est-ce que tu as étudié un peu le sujet? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? J'ai assez peu étudié la question de la réalité virtuelle. En revanche, là où j'ai pas mal lu, c'est sur l'intelligence artificielle. Sur concrètement qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, et c'est beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Ce qu'on peut, ouais. Donc par exemple, pour donner un exemple parmi d'autres, aujourd'hui, une intelligence artificielle peut lire des radios et détecter un cancer avec plus de fiabilité qu'un radiologue professionnel. Ce qui veut dire que quand tu imagines l'intelligence artificielle, bon, d'abord il y a l'énorme problème des conducteurs. Taxis, camions, tout ça, c'est énormément d'emplois dans le monde, et ça va très rapidement disparaître d'ici probablement 5-10 ans. Donc ça, c'est vraiment sur la fin. Mais même des jobs que tu pourrais imaginer comme étant qualifiés parce qu'il faut avoir beaucoup de diplômes, en fait, une intelligence artificielle est en train d'apprendre à pouvoir le faire et va pouvoir le faire. Donc là-dessus, moi j'ai pas mal lu là-dessus pour vraiment comprendre en fait qu'est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de faire et pas faire, et qu'est-ce qui est plus compliqué ou moins compliqué. Et pour en revenir à cette idée de risque existentiel, Elon Musk a aussi impliqué dans différents projets liés à l'intelligence artificielle qui visent essentiellement à protéger l'humanité du risque qui existe, qui est l'idée de dire, est-ce que si l'intelligence artificielle devient plus intelligente que son créateur, est-ce qu'elle ne pourrait pas créer une intelligence artificielle encore plus intelligente et encore plus intelligente? C'est le concept de singularité, où tu te dis en fait, en tout cas en théorie, tu pourrais passer de créer une intelligence artificielle à 2 semaines plus tard, tu as une intelligence artificielle qui est essentiellement Dieu, qui peut faire tout et n'importe quoi, parce qu'une fois que c'est un ordinateur, ça prend pas 18 ans à grandir et à devenir mature. Demain, le truc est parti et ça peut tout écraser. Donc tous les films futuristes qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, de robots, etc., là, ou e-robot, je sais plus, avec Will Smith, c'est selon toi une réalité, un futur proche? Il y avait eu déjà un cas là, il me semble, des mecs qui ont créé une AI, et l'AI a tellement évolué qu'ils étaient plus capables de comprendre le langage de l'AI entre les deux ordinateurs ou un truc comme ça? Alors essentiellement, c'est un autre aspect, mais aujourd'hui sur les intelligences artificielles qui sont développées, personne n'est capable en fait de comprendre la manière dont ça fonctionne. Parce qu'ils utilisent maintenant une technologie où en fait ils vont pas programmer l'intelligence artificielle, ils vont lui apprendre à apprendre. Et ensuite l'intelligence artificielle, là où elle va être très forte, et c'est tout le concept des neural networks, etc., va en fait apprendre à remarquer des patterns. Si tu regardes aujourd'hui sur Google Photos est capable de classifier les différents éléments. Il sait reconnaître le chat, le chien, il sait reconnaître Enzo, il sait reconnaître une maison, un lit, etc. Et en fait aujourd'hui, si tu demandes à un ingénieur chez Google et tu lui dis comment est-ce qu'il fait ça, il ne sait pas en fait. Il n'est pas capable de lire la manière dont la machine a appris. Et donc ça, c'est un aspect. Et en fait, tous les trucs comme tu sais, l'AlphaGo, donc jouer au Go de manière plus efficace, tout ça, aucun humain en fait est capable d'interpréter ce que la machine a appris exactement. Ce qui veut dire que la machine diverge dans un autre sens. Et voilà. Et en fait, ça, c'est des trucs qui semblent absurdes, parce que c'est des trucs qu'on a vus dans les films, mais en fait, si tu regardes vraiment les gens qui réfléchissent à ça, il y a vraiment des questions légitimes, il y a vraiment des trucs très intéressants qui se passent, ou très, très flippants, parce qu'en fait, d'un coup, tu retournes une situation, même sans dire que l'intelligence artificielle va dominer le monde et va détruire l'humanité. Un truc plus simple, c'est à partir du moment où l'ensemble des gens qui sont dans l'industrie du service, les gens qui conduisent des bagnoles, tous ces gens n'ont plus de boulot, ça remet en question pas mal de trucs au niveau de la société.
Et du coup, tu en arrives à des questions plus politiques, telles que le revenu universel, où c'est le truc de dire, à un moment donné, les gens vont pas pouvoir se reconvertir, quoi. Il y a un moment donné où il y aura d'autres métiers, il y aura de moins en moins de jobs. Non, c'est pas sûr, en fait. Dans la révolution industrielle, on a retrouvé d'autres métiers. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça une fois que ça va se repasser. pas forcément. Il y a un scénario, à mon avis, qui est bien réel, où une partie de la population devient inemployable parce qu'ils savent rien de faire de plus qu'un ordinateur est capable de faire. Et à terme, sur un horizon de temps suffisamment long, ça concerne tout le monde. Tu vois. Il y a un jour où un ordinateur sera capable de faire des vidéos YouTube, c'est sûr. Ça arrivera plus tard, mais ça arrivera à un moment donné. Et en gros, il sera capable d'analyser l'ensemble des vidéos que tu as vues dans ta vie et de créer la vidéo parfaite sur mesure pour chaque personne qui correspond exactement à ton besoin. Et là-dedans, les humains ne pourront plus être concurrents avec ça. Tu vois. Il y a un horizon de temps suffisamment long où tous les jobs seront remplacés. Mais même aujourd'hui, il y a déjà plein de trucs qui sont en train de se faire remplacer. Et en fait, une des raisons pour laquelle les jobs ne sont pas revenus après 2008, c'est à cause de ça. Il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas être virés pour des raisons X ou Y, qui ont été virés sous couvert de la crise économique. Et en fait, leurs jobs ont été remplacés par des machines. Même chose sur la perte des emplois industriels, en fait. Par exemple, tu regardes aux États-Unis, ils ont une production industrielle qui augmente, mais les jobs industriels ne reviennent pas. Et en fait, ils disent, c'est les Chinois qui nous prennent notre travail, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste que les entreprises arrivent à fabriquer de manière plus efficace grâce à des machines. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui va faire que grossir, et je pense que c'est un enjeu majeur auquel les gens ne pensent pas trop, juste parce que ça a l'air trop film, ça fait trop Terminator. Et donc, du coup, on a du mal à le prendre sérieusement. Comme il y a 5 ou 10 ans, c'était que de la spéculation, on pense que c'est encore trop loin. Ouais. Mais là, j'ai vu des vidéos là, récemment d'un robot qui est capable tout seul là, de sauter avec des... Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo du robot qui saute d'un rocher à l'autre, etc. Je veux dire, ça en dit long sur sa capacité à capter son environnement, à se déplacer, une certaine solidité, une certaine flexibilité, où tu te dis, ouais, ben le robot, mais c'est en Arabie Saoudite là qu'ils ont déclaré un robot, ils lui ont donné les papiers de l'État, tu as vu ça? Ouais. Non, j'ai pas vu. Une femme en plus, ce qui était très choquant pour le coup pour un pays arabe, ils lui ont donné la nationalité d'Arabie Saoudite, il me semble, si je dis pas de conneries, ou de Qatar, ou une connerie comme ça. Ils ont donné à une IA des papiers pour dire, ouais, t'étais résident quoi chez nous. Bon bref, en tout cas, merci en tout cas pour ce partage. Donc du coup, les amis, à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. L'évolution technologique, est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est bénéfique ou mauvais pour la société? Allez-y, débattons. Il y a un petit message de Fatih qui, je pense, peut être intéressant, qui nous dit la ténacité pour réussir, ça me touche vraiment. Moi, j'ai une question du coup pour rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses pour les gens qui se lancent, pour les gens que ça fait 1 an qu'ils entreprennent ou qui entreprennent depuis très longtemps mais qui se lancent sur Internet? Qu'est-ce qui peut faire que tu fonctionnes 3-4 étapes, 3-4 traits de caractère comme ça qui te viennent à l'esprit? Je pense que le premier aspect, c'est d'être flexible. Et c'est quelque chose qu'on t'apprend pas forcément à l'école, ou à l'école, il y a une bonne solution à trouver. Et donc, tu cherches la solution, tu trouves la bonne solution. Je pense que sur le web, les gens qui ont une idée fixe de ce qu'ils veulent faire et qui s'y collent et qui s'y tiennent sans savoir ajuster, pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en gros, ta certitude dans ton projet, dans ton plan, devrait être commensurée avec les retours que tu as ou avec les choses. Donc, tu dois être prêt, dans un sens, à pouvoir faire évoluer les choses si tu sens que ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui viennent me voir et qui ont une idée extrêmement précise du business qu'ils veulent faire. Et me disent, ouais, j'ai monté un site, ça fait 1 an, j'ai aucun trafic, ça décolle pas, donne-moi les conseils marketing pour décoller. Et en gros, dans un cas comme ça, le meilleur conseil marketing que tu peux donner, c'est peut-être trouver une autre idée. Peut-être trouver une idée qui va intéresser les gens, qui va avoir de l'attraction, qui va mieux fonctionner pour toi. Tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment le premier point, et c'est un peu paradoxal quand la question, c'est la ténacité. Tu vois. Et il y a une vraie question de savoir à quel moment est-ce qu'il faut abandonner ton projet, à quel moment il faut changer d'idée. Et ça, il n'y a pas de super réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Mais il y a un vrai enjeu. Mais en tout cas, dans tous les cas, n'aie pas l'impression que tu vas pouvoir penser à la parfaite idée tout seul. Parce que j'ai jamais vu personne qui avait pensé à la bonne idée du premier coup. Et c'était certainement pas mon cas.
j'ai testé différents trucs, j'ai un peu optimisé à droite à gauche. Et quand j'ai trouvé un truc qui fonctionnait bien, là, pour le coup, ouais, je me suis mis les œillères et j'ai foncé dedans jusqu'à en tout cas que je commence à voir que ça fonctionne plus ou que je trouve autre chose. Tu vois. Alors c'est très intéressant, c'est un débat que j'ai eu avec un pote il n'y a pas longtemps. D'ailleurs une interview que j'ai eue avec Nico Brunet, salut Nico si tu vois cette vidéo, dans laquelle on parlait de l'entrepreneuriat, c'est finalement très paradoxal. C'est-à-dire qu'on te demande effectivement de savoir lâcher prise et parfois de savoir pivoter, d'abandonner ton idée. Ouais. Et en même temps, une des qualités premières chez les entrepreneurs, c'est la résilience. On te demande, enfin tu sais, il y a plein de trucs comme ça finalement dans l'entrepreneuriat où on te demande de voir grand, de faire grand, mais en même temps d'être sur une échelle très micro et puis d'opérer. De partager une vision et de savoir où tu vas, par exemple en termes de produits, etc. Mais en même temps de le construire avec la communauté et de faire rentrer le feedback de tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce paradoxe de l'entrepreneur un peu? On pourrait l'appeler comme ça, je pense. Moi, j'ai une réponse très précise sur ce sujet, en tout cas de la ténacité, etc. Pour moi, c'est les plans de 90 jours. Le plan de 90 jours, tu définis ton plan pour 3 mois et tu t'y tiens pendant 3 mois et au bout de 3 mois, tu te donnes la permission de tout remettre sur la table et de tout réévaluer. Sortir la tête, ouais. Tous les 3 mois, tu as une opportunité de changer d'avis, de changer d'idée, etc. Pourquoi ? Parce que, numéro 1, 3 mois, c'est quand même une durée suffisante pour vraiment voir si quelque chose fonctionne ou pas. Si au bout de 3 mois, tu n'as aucun changement dans ton trafic après avoir écrit un article toutes les semaines, peut-être qu'il faut arrêter d'écrire un article toutes les semaines. Tu vois ce que je veux dire ? S'il y a eu avoir un changement, au bout de 3 mois, tu aurais remarqué quelque chose. Et en fait, ça, dans la plupart des cas, 3 mois, c'est une durée suffisante pour trouver les choses. Mais en même temps, ça te protège de tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Le papillon qui fait un truc différent chaque jour. Ça te permet d'avoir une constance, de pouvoir faire les choses, de pouvoir vraiment mettre des bases solides et de voir si quelque chose fonctionne. Et de ne pas être à la merci de ton intuition du moment et de tes peurs du moment. Parce que sinon, aucun projet ne serait jamais fait. Il n'y a aucun projet où il n'y a pas un jour où je me dis je commence à douter de mon projet, où je commence à en avoir marre et sinon tu abandonnes tout. Donc pour moi, les 92 jours sont l'équilibre parfait entre changer d'avis trop souvent et être obstiné sur un truc qui ne fonctionne pas. Ouais. Et si en plus tu prends tes opportunités tous les 3 mois, de vraiment prendre du recul sur ce que tu es en train de faire et de vraiment évaluer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je veux faire ensuite. Poser ces 3 questions simplement et tout d'un coup, là tu résous pour moi une partie de ce paradoxe. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'un point qui est quand même important, ouais, c'est cette capacité à être flexible et toute cette vision un petit peu lean startup, toute cette vision startup en mode construire le projet en partant du besoin, construire le projet avec les gens. Ok, cool. On a une question là de Abigail. Salut Abigail. Crypto-monnaie. Que pensez-vous de la crypto-monnaie dans l'environnement du commerce, les échanges de proximité financière, pouvoir d'achat, construction, financement des entreprises, subventions collectives? Qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie dans un premier temps, avant peut-être de rentrer dans le sujet? Moi, j'ai été assez longtemps assez sceptique de la crypto-monnaie. Et la raison, c'est que je ne comprenais pas bien. Et en fait, je me suis penché récemment sur la question, comme souvent, parce que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet. Je me suis dit, Bitcoin, c'est un truc dont les gens parlent, et faire une vidéo dessus. Donc, je me suis plongé à fond dedans. Et j'ai vraiment appris énormément de choses. Et j'ai complètement changé d'avis dessus, vraiment récemment sur les dernières semaines. Et je suis maintenant convaincu que c'est à 100% le futur. Voilà. C'est à 100% le futur. La question de savoir si Bitcoin ou une autre monnaie va être dominante, etc., c'est encore une autre question. Mais le concept du blockchain, d'une organisation qui peut être décentralisée, va, à mon avis, disrupter l'ensemble de l'industrie financière qui jusqu'ici a très bien résisté aux entrants de la Silicon Valley, en fait. Par exemple, PayPal, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. PayPal avait la vision d'être quelque chose de tellement révolutionnaire qui allait permettre à des gens de n'importe quel pays d'en prendre, d'envoyer des paiements à n'importe qui, etc. Et PayPal a été complètement castré par le gouvernement américain et l'industrie financière. Et ils ont fait quelque chose qui était une version extrêmement réduite de leur vision d'origine. À la base, ils voulaient faire un vrai système bancaire où ils voulaient être une industrie complètement à part et finalement, ils ont fait un porte-monnaie électronique, quoi, à peu de choses près. Ouais. Qui reste un service utile, mais qui est encore autre chose. Ouais. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, blockchain va faire ça et
si tu veux, ça va au-delà d'envoyer simplement des paiements. Ça veut dire que toute l'industrie de la finance, de la bourse, les prêts, les assurances, tout ça, ça va rentrer dedans. Et du coup, ça va tout changer. Et certaines personnes qui sont des enthousiastes du Bitcoin et de la blockchain disent que ça va être un changement avec un même impact qu'Internet, l'arrivée d'Internet. Et ça, j'y pense assez. J'y crois assez. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il est assez difficile de donner une vision concrète de ce que ça va donner. Comme Internet, tu vois, dans les années 90, les gens savaient que ça allait être gros, mais ils ne savaient pas exactement ce que ça allait prendre comme forme. Et donc, du coup, voilà, c'est mon idée sur les cryptos. Je suis loin d'être un expert dessus, mais j'ai lu pas mal dessus et je dois avouer que j'ai personnellement changé d'avis assez récemment en comprenant en fait les enjeux, si tu veux. Parce que quand on t'a expliqué ça comme étant une monnaie virtuelle, tu te dis, ouais, déjà toutes les monnaies sont virtuelles. Donc les euros que tu as dans ton compte en banque, c'est de la monnaie virtuelle. Et toutes ces monnaies sont basées sur rien, elles sont basées sur la confiance. La question, c'est de dire qu'est-ce que ça apporte d'avoir le Bitcoin. Est-ce que c'est juste pour que les dealers de drogue puissent faire des trucs, etc. Enfin, j'avais un peu la vision extérieure et j'y croyais pas trop. Et l'aspect spéculatif me rendait suspicieux, si tu veux. Parce que quand les gens ont une spéculation dessus, tu dis, ok, tout d'un coup, tout le monde te dit que c'est génial et que ça va être le futur. Voilà, l'attraction, elle n'est pas forcément géniale parce que le produit l'est, mais parce que les gens gagnent de l'argent avec. Et ils sont biaisés, en fait. Je suis le premier à savoir que quand les gens gagnent un truc et un truc monte, ils sont biaisés, ils peuvent plus, ils voient la vie en rose et pour eux, c'est génial et ça va continuer. Et les gens qui ont acheté du Bitcoin, ils disent, ouais, Bitcoin, il va dominer le monde parce qu'ils ont envie de le croire. Et il m'a fallu creuser un petit peu. Donc, il y a un très bon article pour les gens qui s'y intéressent. Vous tapez un mec qui s'appelle Taylor Pearson, P-E-A-R-S-O-N, et vous tapez Cryptocurrencies. Il a un truc, c'est les 10 meilleures ressources pour s'intéresser aux crypto. Et il y a plein de bons articles, il y a quelques bouquins qui sont mentionnés, une série de podcasts très bien qui s'appelle H quelque chose qui est fait par un mec qui s'appelle Patrick O'Shaughnessy. Il a fait un documentaire d'environ 3 heures audio sur la crypto, où il parle à différents investisseurs, enfin plein de trucs qui peuvent te faire voir un peu le dessous des coulisses. Okay. Enzo, dis-nous ce que tu en penses. On mettra le lien en dessous. Moi, un peu comme toi, moi j'ai découvert le Bitcoin très très tôt. J'étais dans une start-up, on avait des locaux dans un hub. Et le mec en bas, il avait un data center. Et en fait, il était en train de miner du Bitcoin avec une partie de son data center. Et donc, le Bitcoin était à 20 € à l'époque. Enfin, 20 $. Et donc, le mec parlait de ça et tout, mais... Si tu veux, à part un moyen de geek pour jouer et pour spéculer à l'époque et cette capacité de générer de l'argent en minant, jamais rien compris et puis je m'y suis jamais vraiment intéressé. Il y a pas longtemps, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et puis à le recommander aux gens d'un point de vue purement spéculatif, en mode là il y a une vraie trend et puis il faut faire de l'argent parce que il y a de l'argent à faire, quoi. Mais toujours pareil, sans vraiment comprendre le fond du fond. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un petit peu le temps et je me suis tapé un petit peu plus en profondeur. Donc, pas des articles, parce que moi, je suis toujours aussi mauvais lecteur, mais plutôt des vidéos. Et en fait, je suis parti d'un mouvement que j'aime beaucoup et auquel j'ai participé un petit peu de loin, qui est le mouvement des Anonymous. Et derrière les premières cryptocurrencies qu'ils avaient créées, la vision en tout cas de pourquoi et comment créer une cryptocurrency, tout ce qui se passait sur le dark web avec ça, jusqu'à l'émergence, si tu veux, du Bitcoin. Et donc, j'ai une meilleure un peu compréhension du truc. J'ai investi de l'argent parce que je pense que la spéculation, elle est bonne et à moyen terme, c'est énorme. À long terme peut-être, mais on n'en sait rien. Donc ça, on verra. Mais moi, je pense qu'en tout cas, cette idée de disrupter le marché est très intéressante. Qu'il y a des tonnes de pays dans le monde, des tonnes de systèmes qui n'ont pas accès à l'argent, que ça peut solver des problèmes. Y compris ici. Au Vietnam, le système bancaire est pas top. Tu veux envoyer de l'argent à l'étranger, t'es vietnamien, c'est pas facile. Les gens ils pensent pas, mais dans la plupart de ces pays, l'accès au système bancaire est pas optimal. En particulier sur les transferts. Donc moi je pense que c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser. Je pense que ça peut effectivement, comme Stan l'a dit, révolutionner le système bancaire et un peu plus que ça. Après, comme Internet à l'époque, ça dépendra certainement de 2-3 personnes un peu cinglées qui vont se pencher dessus et qui vont... Parce que typiquement, jusqu'à temps que le Bitcoin ne permet pas de payer, ne permet pas de rien faire, il se développe pas vraiment. Du jour au lendemain où on va lui trouver des vraies utilisations, des vrais cas concrets, là ça peut devenir beaucoup plus mainstream. Tu vois ce que je veux dire ?
Et donc, à mon avis, s'il y a 2-3 mecs un peu cinglés qui se mettent à faire des trucs sympas avec, et que du jour au lendemain, ça rentre dans la vie de monsieur tout le monde, là, ça pourrait effectivement faire exploser plein de choses. Et ouais, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des boîtes qui lèvent des centaines de millions de dollars pour monter des applications qui sont construites sur le Bitcoin. Tu dis qu'il y a forcément une partie de ça qui va vraiment décoller. Et je te dis, il suffit de... Il y a tellement en fait d'opportunités pour eux par rapport au système bancaire, par rapport aux frais qui sont là, par rapport voilà, au transfert d'argent. Il en suffit d'un pour vraiment avoir un impact énorme. Quoi. Ouais. Pour avoir la killer app du Bitcoin qui va faire que tout le monde va avoir un peu de Bitcoin, c'est vrai que pour ce truc-là, et tout d'un coup, tout le monde a le pied dans la porte. Quoi. Ok, bon, ben voilà, en tout cas, je pense que ça apporte pas mal d'infos là-dessus, et n'hésite pas à nous dire, toi, en dessous, là, qu'est-ce que tu penses des cryptocurrencies, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin pour toi, est-ce que peut-être tu connais pas et tu t'en fous, est-ce que tu t'y intéresses, ben n'hésite pas à nous partager tout ça en dessous, parce que dans tous les cas, c'est clairement le type de sujet, en tout cas, que les entrepreneurs 2.0, je pense... ça doit t'attirer ou tu dois avoir un intérêt pour ça, que ça soit pour développer ton business ou pour, si tu veux, développer ta vision. On a une question de Swagnat. Salut Nat. Salut Stan, penses-tu qu'il faut avoir un diplôme pour entreprendre? Sinon, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Donc là, tu as deux questions qui sont bien distinctes. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un diplôme pour entreprendre? Non. Merci, pas de la question. Non, je ne pense pas qu'il faut avoir un diplôme pour entreprendre. Je pense que la principale valeur d'un diplôme, quand il en a un, c'est de te faire passer le premier filtre pour ton CV dans certaines boîtes, parce que dans les grosses boîtes, ce qui est la principale valeur d'un diplôme. Donc, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour entreprendre. Moi, aujourd'hui, voilà, les gens achètent mes produits, ils dépensent des milliers d'euros dans mes produits. À aucun moment, personne n'est dit tiens, j'achèterais bien ton produit, mais tu me dirais pas quel diplôme tu as. Tu vois, ça intéresse pas grand monde. Les gens me demandent si j'ai fait des études par rapport à mes compétences de marketing, mais tu vois, tes clients s'en foutent, tes employés s'en foutent, et probablement tes investisseurs, s'ils sont intelligents, s'en foutent aussi. Donc, grosso modo, tu n'en as pas besoin. Après, la question de est-ce que tout le monde peut entreprendre, ma réponse est peut-être un peu controversiale, mais je pense que non. Je pense que c'est quand même un tempérament, c'est quand même une volonté, il faut avoir envie de le faire. D'abord, tout le monde n'a pas envie de le faire, donc tout le monde ne le fera pas. Après, il n'y aura jamais quelqu'un qui me dit « moi j'ai envie de monter un business » et je lui dirai « non, tu peux pas ». À partir du moment où la personne a envie de le faire, moi je ne me suis jamais considéré comme étant quelqu'un de naturellement entrepreneurial. J'ai pas une tolérance au risque qui est particulière, j'ai pas une volonté de faire énormément de networking, j'ai plus envie de travailler sur des trucs en profondeur. Et après aujourd'hui en fait il y a tellement d'opportunités que tu trouves toujours quelque chose qui correspond à toi un petit peu tes inclinations, donc de ce point de vue là tout le monde peut le faire. Après il faut avoir le tempérament, il faut avoir l'envie, il faut avoir la foi, sinon ça n'a pas de sens. Et puis tu peux très bien être heureux en étant employé ou en étant simplement freelance et en faisant quelque chose de plus simple, en ayant quelques clients, en ayant une flexibilité. Il y a plein d'options, je pense. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter de plus par rapport à ça. Je ferai une nuance sur penses-tu qu'il faut avoir un diplôme pour entreprendre? Pas du tout. D'ailleurs, moi j'ai récupéré un vieux diplôme, j'ai pas le bac plus 5 mais j'ai chopé le plus 3. Toi t'as eu un diplôme intermédiaire? Ouais, j'ai eu bac plus 3 que personne n'a, mais ouais, t'as eu le bac plus 3 intermédiaire, voilà. Ouais. On a quitté tous les deux l'école, mais en même temps moi j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs qui ont bien réussi avec un diplôme. Je suis tout à fait d'accord par rapport à cette importance de CV et finalement d'accéder à certains types de jobs ou de rassurer certains employeurs. Finalement c'est juste que le mec il a peur et qu'il a besoin de savoir ok t'as un minimum de skills, t'as un minimum de compétences et donc il va se baser sur ton diplôme. Par contre le fait d'avoir un diplôme pour entreprendre, non. Le fait d'avoir une éducation, d'avoir des apprentissages, etc. Ça, par contre, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, comme Stan, je pense, on valorise une self-éducation, on valorise une éducation, d'aller acquérir des compétences. Et des compétences ne sont pas égales à un diplôme. Par contre, si tu n'as pas de compétences et que tu n'as pas de diplôme, il y a un problème. Donc, il faut quand même être dans cette idée de aller à l'école, ça t'apprend à apprendre logiquement, d'accord. Si tu vas pas à l'école ou si tu veux pas suivre un modèle d'éducation traditionnel qui te donne un diplôme, il faut que tu suives un modèle d'éducation qui t'apporte des compétences,
qui te donnent une certaine valeur en fait, qui te permettent d'après d'échanger ses compétences, d'échanger ce savoir, etc. et le monétiser d'une façon ou d'une autre. Donc oui, pas de diplôme, mais des skills, mais une éducation, quelque chose derrière, quoi. Tu veux rajouter un truc là-dessus? Je voudrais juste un petit élément, c'est que en grosso modo ton diplôme c'est une marque qui n'était pas complètement débile. Mais il existe aujourd'hui d'autres manières d'acquérir cette marque en faisant des choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux choper un boulot dans le marketing, est-ce qu'il vaut mieux avoir un diplôme X ou Y de marketing ou pouvoir montrer, ok, moi j'ai monté un blog, voilà le trafic que j'ai appris à faire des ventes, j'ai appris à monétiser, j'ai appris à faire de l'email marketing, j'ai appris à faire des pubs Facebook et vous pouvez voir sur mon site que j'ai tout ça en place. Même si ton business n'est pas énorme et tu gagnes pas tant d'argent que ça, c'est le jour et la nuit pour un employeur de voir que cette personne sait vraiment faire des choses. Et c'est faire des choses et pas juste répondre à un quiz. Et à mon avis, elle l'a fait par elle-même, donc détermination, force, etc., persévérance. C'est à mon avis encore quelque chose qui est sous-estimé, de faire un truc, même si ça ne gagne pas d'argent, juste pour pouvoir dire à ton CV, bon écoutez, parlez-moi un peu de vous, et bien tiens, moi j'ai un site, voilà ce que ça fait, voilà comment ça fonctionne, vous pouvez me poser des questions et je sais parler de mon truc, quoi. Beaucoup plus valuable. Pour moi, c'est beaucoup plus de valeur et aujourd'hui, dans tous les cas, le problème c'est que ça se passe souvent. Le problématique c'est que deux mecs sortent de la même école d'ingé, se pointent pour le même job. La différence c'est qu'est-ce que tu as fait, quoi. Donc effectivement, c'est un truc que je dis tout le temps, mais faites des choses, quoi. Aussi petit, aussi con que ça puisse paraître, faites des choses. Surtout si tu veux bosser, voilà. Donc c'est très très commun pour les programmeurs. Programmeur, c'est vous avez fait quoi en open source? Voilà, c'est quoi les progrès que tu as développés jusqu'à aujourd'hui? Et en marketeur, ça devrait être, ok, tu as monté quoi comme site web? Ah, tu veux bosser dans le marketing web, tu n'as jamais monté un site web? Faut pas abuser, c'est pas compliqué. Tu vois, ça prend une journée d'apprendre. Si tu n'as pas fait la démarche, j'aurais du mal à te faire confiance. Exactement, je suis d'accord. Tout le monde peut-il entreprendre? Pour ajouter ma petite pierre là-dessus, je suis un peu du même avis que Stan. Non. Non, parce que tout le monde n'a pas l'envie, effectivement. Je vais vraiment stock à ce qu'il a dit. Et puis dans tous les cas, je pense que dans notre société actuelle, là, on a une vraie révolution, on est dans une vraie phase de changement de quelque chose. Donc on va tendre vers quelque chose de beaucoup plus libéral et tout le monde va être un peu plus entrepreneur qu'il l'a été avant. Tout le monde va avoir un peu plus de responsabilités, etc. Et donc on va tendre à avoir beaucoup plus d'entrepreneuriat. Et même si t'es pas entrepreneur, tu seras peut-être intrapreneur. Tu seras peut-être un freelance avec des responsabilités. C'est juste que tu auras plus de CDI. Donc tu auras quand même cette notion où tu vas être indépendant. Donc avec beaucoup plus de responsabilités. Mais dans tous les cas, si tu as envie d'entreprendre aujourd'hui, si tu as un projet qui te tient à cœur, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, un projet associatif, une ONG, ce que tu veux, une vision, un truc, je pense que tout est possible. Et que si tu te donnes les moyens et que tu mets toute ton énergie en œuvre pour atteindre quelque chose, tu peux le faire. Mais c'est pas la solution. Et je l'ai déjà dit dans plein de vidéos parce qu'effectivement, je vends de l'entrepreneuriat, machin et tout. Et pour moi, ça a été ma solution, si tu veux, à mon épanouissement, au fait que je grandisse. Mais je connais des mecs qui sont salariés et qui sont très heureux là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas une solution qui est bonne pour tout le monde. Par contre, si toi, tu as un minimum de fibres, tu as du moins l'envie même de créer cette fibre, vas-y et puis tu verras bien. Au pire, tu feras un très bon salarié. C'est Gary Vee qui disait ça en disant que tout le monde ne peut pas être fondateur chez Facebook et tu seras peut-être meilleur en tant que de numéro 3 à numéro 5 chez Facebook plutôt que vouloir être CEO d'une boîte de merde. Et effectivement, il y a ça, c'est-à-dire que tu as des compétences, tu as des traits de caractère, comme tu le disais tout à l'heure, qui vont s'apprêter plus à être indépendant ou pas, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'on va être beaucoup plus libre d'ici peu et que tout le monde va devoir dealer un peu plus avec cette idée d'entrepreneuriat et d'indépendance. Mais dans tous les cas, si tu as une idée, tu fonces. Il y a une question de Boran, qui sera la dernière question. Alors là, par contre, il nous a shooté du marketing. Conseil pour la conversion de nos landing pages, la méthode pour améliorer nos conversions. Ouais, mais ça, faut lire ses bouquins et acheter ses formations. Sur quel sujet devrait-on se pencher vu que c'est un grand nombre de consommateurs de livres? Ouais, un grand consommateur de livres. Bon, donc là, grosso modo, c'est ma question que je voulais te poser sur une autre vidéo. Comment est-ce qu'on peut améliorer son marketing aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'appelle Jean, j'ai fait bac+3, j'ai fait bac+5 ou même pas, je suis au bac. J'ai lancé mon petit business. En ligne ou pas en ligne, bon, en ligne c'est plus facile. J'ai lancé mon petit business en ligne, j'ai quelques compétences. Comment est-ce que je peux aujourd'hui améliorer mon marketing pour améliorer la vente de mes produits ou l'adhésion à ma communauté?
c'est quoi tes grandes sources d'inspiration ou les grands sujets qui, selon toi, il faut qu'on étudie au départ? Pour moi, le principal obstacle qui va être rencontré par les gens aujourd'hui par rapport à ce que tu peux lire, c'est le problème qu'il y a tellement d'informations qui sont très tactiques. Aujourd'hui, si tu t'intéresses au blog de web marketing, tu vas tomber sur des articles sans fin sur les bots Messenger, sur quel sujet d'email envoyer, sur les 3 techniques de SEO pour ranker bien dans le site, etc. Plein de choses qui sont en soi utiles. Mais tu peux collecter autant de tactiques que tu veux, ça ne fait pas une stratégie marketing. Ça ne fait pas quelque chose qui va pousser les gens à acheter, ça ne fait pas un truc qui est cohérent. Tu as juste plein de petits bouts, plein de petites pièces. Si tu veux aujourd'hui réussir, il faut avoir vraiment une stratégie, c'est-à-dire une compréhension des éléments un peu plus profonds, une compréhension de ton client, de ses problèmes, de sa vision du monde, être capable de voir les choses par son œil, de comprendre sa situation, de comprendre la situation dans laquelle il a besoin d'être pour acheter ton produit, comprendre la différence entre les deux, comprendre ce qui va entre les deux, comprendre quel message tu as besoin d'avoir, comprendre quel message va attirer son attention, va attiser quelle émotion, comprendre qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir un déclencheur et vont acheter, comprendre qu'est-ce qui va faire que tu peux avoir un impact. Tu vois, les choses un peu plus profondes qui sont plus des affaires de psychologie humaine, et pour cette raison, ils m'intéressent, parce que ça veut dire qu'ils sont plus ou moins immuables. Et tu peux comprendre la vente, c'est un truc fondamental, et ça te servira toujours dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. En gros, ça te servira jusqu'à ce que les êtres humains soient remplacés par autre chose. Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu plus compliqué, peut-être un peu plus chiant que ce que tu peux imaginer, mais c'est réel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stan. Et tant que tu n'es pas prêt à faire ce premier step, parce que par exemple, pour améliorer tes landing pages, comprends mieux ton client, comprends bien ton avatar, définis-le vraiment. Et un niveau d'empathie suffisamment fort que quand tu vas mettre une tagline, quand tu vas mettre une headline, bam, ça va faire un effet sur ton gars. Donc effectivement, cette phase-là, et ça, c'est des compétences que tu peux acquérir. Donc il y a des bouquins certainement que tu peux recommander, il y a des vidéos sur quel est le process pour comprendre ton client, comprendre ton avatar. Je le sais parce que je l'ai lu et bossé. C'est aussi dans sa formation, il vous le dira peut-être pas parce qu'il va pas faire d'auto-promo, mais c'est aussi dans la formation de copywriting, comment te mettre dans les bottes de ton gars, comment définir et dresser tes avatars clients. Tout ça s'apprend, et je pense que avant d'apprendre comment est-ce qu'on fait des bonnes sales pages, comment est-ce qu'on fait des bonnes landing pages, comment je fais ma pub Facebook, machin, oui, c'est ce que tout le monde veut apprendre. Mais apprends ça avant. Et c'est comme quand les gens me disent « Ok, pour entreprendre, je peux apprendre quoi? Le dropshipping, monter des blogs ?» Non, travaille ton état d'esprit, c'est quoi être un entrepreneur? Et après, apprends des techniques, tu vois. Je te laisse rebondir. Je pense que là-dessus, en tout cas sur la question du marketing, il y a vraiment une idée de... Tu vois, la technique de landing page, elle est utile. Et moi, j'ai un truc, j'ai une formation, j'explique les différents landing pages. Donc, essentiellement, sur une landing page, la manière dont tu veux optimiser ton taux de conversion, c'est vraiment de comprendre d'abord d'où vient le trafic. Et en particulier le niveau de familiarité que les gens ont avec ton domaine et avec toi, parce que ça va vachement changer le langage. Mais en gros, ce que tu veux avoir, c'est une promesse qui est simple, claire et forte, qui se base sur un besoin que les gens ont, où tu expliques comment tu vas résoudre leurs problèmes, et ensuite un élément de preuve que tu peux résoudre leurs problèmes. Et finalement, une explication claire de ce qu'ils vont recevoir. Est-ce que vous allez recevoir X email, est-ce que vous allez recevoir un PDF, des vidéos. Si tu as ça, si tu as une preuve, si tu as vraiment un problème que tu résous, une solution, une preuve, une explication claire de ce que les gens vont recevoir, tu peux avoir des très bons taux de conversion. Le problème, c'est qu'est-ce que tu écris, quelle promesse tu fais, comment est-ce que tu vas avancer ta preuve. Tout ça, c'est des choses que tu ne peux pas définir d'un point de vue tactique en lisant juste un article. Il faut vraiment revenir au client, à son besoin. Il faut aussi regarder ce qui se fait sur le marché, ce que les gens ont déjà vu, ce qui va sembler différent, ce qui va sembler la même chose. Parce que si tu as le même titre que 3 pages sur lesquelles ils ont déjà rentré leur email, ça ne va plus les percuter et ils ne vont pas s'intéresser à ça. Donc vraiment revenir là-dessus. Ça, c'est une fondation. Et derrière, une fois que tu as cette fondation et que tu comprends comment c'est, tu vas pouvoir construire les édifices plus tactiques. Et voilà, tu vas pouvoir faire tes pubs Facebook, tes bots, tes machins. Mais si tu n'as pas la fondation, au final, le truc ne fonctionne pas au final et tu n'as pas les résultats escomptés. Et là-dessus, le deuxième aspect, c'est vraiment que ces trucs-là, ils sont fondamentaux en fait. Et si tu as appris juste à faire un petit truc de marketing, ça peut marcher, mais il y a un jour où ça ne marche plus. Le nombre de personnes moi, que je connaissais qui faisaient 15 000 balles par mois dans les sites de niche. Avec AdWords. Ouais, dans les sites de niche. Et du jour au lendemain, tout s'écroule. Et tout d'un coup, ils avaient une tactique très précise sur laquelle ils étaient devenus bons.
mais ils n'avaient plus rien, quoi. Il fallait repartir de zéro. C'était une tactique, quoi. Ouais, tous les gens qui vont avoir des business d'affiliation, il y a des vraies compétences en affiliation, mais il y a aussi des business d'affiliation qui sont vachement fragiles parce qu'ils sont basés sur l'exploitation d'une faiblesse dans le système. Et tout d'un coup, là-dessus, tu pourras jamais être en sécurité parce que tu n'as pas les éléments fondamentaux. Versus quelqu'un qui réfléchit aux questions de comment positionner un produit, comment vendre, comment développer une proposition de valeur. Ça, c'est quelqu'un qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut et qui pourra toujours rebondir, quelle que soit la technologie. Et ça, c'est une vraie sécurité. En tant qu'entrepreneur, c'est le fait de te dire, OK, moi, je suis capable de rentrer dans n'importe quel domaine et de comprendre les tenants et les aboutissants. Et je ne me base pas sur une méthode que j'ai copié-collée chez machin, qui peut ne plus marcher ou qui peut ne jamais avoir marché. Voilà, tu ne peux pas évaluer les choses si tu as une vision très superficielle en fait. Et quand ça va être ton métier, quand tu veux vraiment gagner ta vie avec ça, ça vaut le coup de comprendre les choses de manière un peu plus profonde. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est très très bien. On a répondu à toutes vos questions que vous aviez posées. N'hésitez pas à réagir là en dessous. Si vous avez d'autres questions pour Stan, on verra si on a le temps avant que je rentre à Bangkok. Merci à toi en tout cas d'être venu répondre aux questions des entrepreneurs 2.0. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi encore une fois. Et puis merci à vous d'avoir posé des questions les amis. C'est vraiment cool de pouvoir partager, interagir et tout ça. Je suis en train de réfléchir à Gary Vee qui dit à la fin de chaque Ask Gary Vee show qui dit bon ben voilà, maintenant tu as l'opportunité de poser the question of the day. Il y a une communauté de milliers d'entrepreneurs qui vont te répondre. Ben toi, est-ce que tu as une question pour l'audience aujourd'hui? C'est pas mal ça, j'aime bien ce que c'est. Gary Vee, il est fort. Je serais intéressé pour connaître votre objectif pour 2018. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que je pense que la plupart des gens n'ont jamais vraiment réfléchi à quel était leur objectif numéro 1. Et si vous avez le droit d'en donner qu'un seul, quel est votre objectif pour 2018 et voilà, quel est votre plan pour l'accomplir? Parce que je pense que assez peu de gens y réfléchissent. Et moi, ça me rend vraiment fou de se dire que… T'as un plan annuel avec le plan des 90 jours J'ai effectivement un plan annuel, mais qui est vraiment dans les très grandes lignes. Un plan annuel où je vais me dire, cette année, je veux faire x3 sur mon CA, par exemple. Et j'aimerais bien écrire un bouquin, j'aimerais bien développer une nouvelle formation, vraiment dans les très grandes lignes, sans spécifique. Et je me donne le droit de le briser, c'est juste indicatif, c'est juste une direction. Voilà. Qui permet en fait à ton plan de 90 jours de t'y référer. Et de la même manière, j'ai aussi un plan à 25 ans, tu vois, qui permet de te dire tiens, qu'est-ce qui c'est intéressant de faire sur les 25 ans. Et en fait, tu as un truc de 25 ans, un truc de 5 ans, un truc d'1 an, un truc de 90 jours, un truc pour la semaine, un truc pour la journée. Et en fait, chaque niveau informe le suivant. Ça permet d'avoir un alignement où tu dis tiens, aujourd'hui, je fais une petite pièce de ma semaine, une petite pièce de mes 90 jours, une petite pièce de mon année, etc. Tu as l'impression qu'il y a une continuité entre tout ça. Bon, bah alors les amis, voilà, votre objectif pour 2018, si vous en aviez qu'un, et si vous voulez partager un petit peu votre stratégie pour l'atteindre sur le groupe Les Entrepreneurs 2.0, c'est juste en dessous dans la description. On mettra tous les liens, toutes les ressources que Stan a mentionnées. On mettra tout ça en dessous pour que vous ayez des nouvelles connaissances supplémentaires. Et puis, comme d'habitude, éclatez-vous bien, foncez. On vous dit à très vite. On va du coup là, direct, au petit apéro qu'on a organisé avec Stan ici à Ho Chi Minh. Donc, on file. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.